Vous avez été trop rapide, mais c'est bon. Je vois plus le ministre, là, je n'ose plus commencer, je vois plus le ministre dans mon champ de vision. Mais donc, je vous remercie pour être ici présent. Dans le fond, je vous souhaite la bienvenue au lancement de l'édition 2020 du bilan de la fiscalité au Québec. Évidemment, je remercie le ministre d'accepter de venir donner la conférence d'honneur. Et dans le fond, c'est un peu une primeur. Il va présenter les grands thèmes des consultations prébudgétaires. À vrai dire, je suis curieux, je pourrais déjà jouer dans la présentation pour voir ce qu'il va nous présenter, mais je vais l'attendre. Et donc, je vous remercie d'être aussi nombreux ici. Je remercie également les gens en web diffusion. En web diffusion, on a environ 80 personnes qui ont dit qu'ils étaient pour se connecter. Plus, on a une soixantaine d'étudiants et professeurs à Sherbrooke. Donc, je salue les collègues à Sherbrooke aussi pour être aussi studieux et venir nous entendre comme ça. Je vous explique brièvement le déroulement de la soirée. Donc, le ministre des Finances prend la parole pour présenter les grands thèmes des consultations prébudgétaires et il va accepter quelques questions. Donc, je ne peux pas garantir qu'on aura 30 minutes de période de questions, mais il va accepter quelques questions. Par la suite, j'aurai le privilège de présenter les grands éléments du bilan de la fiscalité. Évidemment, je ne peux pas présenter tout ce qu'il y a dans le bilan de la fiscalité. Le bilan de la fiscalité s'est rendu à 80 tableaux graphiques indicateurs. Donc, si je prenais une minute chaque pour les présenter, ça ferait déjà 80 minutes en plus du ministre. Ça serait un peu long. Donc, mais je vais présenter la synthèse des éléments les plus pertinents. Et le président de l'APFF, l'Association des fiscalistes, Maurice Mongrain, va venir donner le mot de clôture. Et après ça, il nous restera du temps pour discuter, échanger autour d'un petit verre de vin. Donc, sans plus tarder, nous accueillons le ministre des Finances à venir faire la présentation d'honneur sur les consultations prébudgétaires. Merci. C'est bon, ça? Alors, bonjour à tous. J'aime souvent dire que la chose la plus importante que j'ai à dire, c'est que je suis content d'être ici. Et puis, c'est vrai parce qu'on est entre économistes et quelle belle profession. Bon, il y a quelques fiscalistes, là, je comprends. Est-ce qu'il y a des journalistes? Ah ben non. OK. OK. Mais c'est vraiment un plaisir d'être ici, puis la chaire fait un travail remarquable. La qualité de sa recherche est reconnue et on lit les rapports et on les consulte. Et il y en a eu d'excellents l'année dernière et je crois qu'il y en aura d'autres cette année. Et là, il y en a un qui est révélé aujourd'hui. Et finalement, j'ai pu mettre la main sur un sommaire. J'ai vu quelques conclusions préliminaires. Je voulais vous parler de quelques points. D'abord, le but de mon intervention, c'est de lancer les consultations prébudgétaires. Alors, le processus au Québec, avant un budget, on consulte bien sûr tous les ministères et organismes, mais aussi la société civile. Et ça, c'est important. Parce que le rôle du ministre des Finances, c'est un rôle d'intendance, les anglophones diraient stewardship. Moi, mon rôle, c'est de gérer vos finances publiques. On a 117 milliards de revenus, 117 milliards de dépenses, et ça, c'est vos finances publiques, c'est vos taxes, et moi, je fais ça. C'est une responsabilité qui m'est confiée, donc je suis très fier, mais la transparence, c'est très important. Et je peux vous dire, je viens du milieu financier, puis j'ai une définition de la transparence qui est un peu différente des politiciens traditionnels. C'est-à-dire que la transparence, c'est notamment dire ce qu'on ne voudrait pas dire. Hein, parce que la transparence, c'est pas juste faire son autopromotion et répéter ce qu'on veut que vous sachiez. Là. La transparence, c'est symétrique. La transparence, c'est en tout temps, tout le temps. Et
Alors, on a fait des améliorations au niveau de la transparence. Au niveau des consultations budgétaires, mais je tiens à vous dire qu'il y a trop de monde qui veulent chuchoter dans l'oreille du ministre. Alors, nous, on a dit, lorsque vous allez venir rencontrer le ministre ou le cabinet, ça va être public sur l'agenda du ministère. Les documents que vous déposez vont être accessibles à tous. Et c'est comme ça. Et c'était pas comme ça dans le passé, puis c'est pas un reproche, c'est une évolution. Je suis convaincu que la personne qui sera le prochain ministre des Finances, la prochaine ministre des Finances, continuera cette tendance, mais on a rencontré plus de gens l'an dernier que jamais auparavant, et l'information est disponible, puis c'est important. Et non, le ministre ne peut pas rencontrer chacun des groupes qui aimeraient être rencontrés, mais l'équipe et le ministère s'assurent que tout le monde est rencontré et consulté. Un autre élément, c'est le fameux rapport mensuel. Vous savez, nous sommes la seule province qui publie des résultats mensuels. Et ça, c'était quelque chose qui, dans un effort de transparence, semait la confusion. Je vais vous dire pourquoi. Parce que seul le fonds général, qui est à peu près je veux dire, vraiment une grossière approximation, mais la moitié des dépenses du gouvernement, était vraiment mensuel, puis le reste était estimé. Alors, on donnait une information mensuelle avec une perspective annuelle sur une information partielle. Bon, c'est assez simple, là. Et là, on a décidé qu'à chaque mois, non seulement le Fonds général serait, on aurait les résultats du Fonds général, mais aussi de tous les organismes et fonds du gouvernement. Et ça, laissez-moi vous dire que c'était une révolution comptable, parce que les ministères qui sont responsables de ces organismes et ces fonds-là n'étaient pas habitués à faire un suivi mensuel de leurs résultats annuels. Et ça, dans une entreprise, écoutez, quand vous travaillez pour une entreprise, après 3 mois, vous avez 3 mois de réalisé, vous avez 9 mois de prévu, par exemple, et vous faites un 3 plus 9, c'est-à-dire que vous révisez votre prévision 12 mois sur la base de 3 connus. Mais au gouvernement, on ne faisait pas ça. Okay? Alors là, non seulement à chaque mois, les résultats de tous les fonds, organismes et ministères sont évalués, révisés en fonction de la prévision annuelle. Mais on donne maintenant une estimation du solde budgétaire annuel 4 fois par année. Bon, peut-être un jour, on le fera 12 mois. Là, on est à 4 fois, notamment au budget, à la mise à jour, au compte public et une fois de plus. OK? Bon, le budget puis le point. Alors moi, quand je suis arrivé, bien sûr, j'avais, dans l'année avant que je me présente, j'avais commencé à m'intéresser un peu aux finances publiques. Et puis, à ma grande surprise, avec le budget venaient 16 fascicules. 16 fascicules. Okay. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est que personne n'y lisait. Okay? Parce que c'est un budget, là. C'est pas un plan économique. C'est pas, je ne sais pas tous les noms qui ont été utilisés. C'est le budget du gouvernement du Québec. Puis la section la plus importante, c'est le cadre financier, avec les revenus puis les dépenses. Puis oui, il y a une section économique, puis il y a les mesures, et puis leur effet, puis etc. Mais la section la plus importante, c'est le cadre financier. Et on a essayé, dans le budget et la mise à jour, de remettre l'emphase sur la transparence des états financiers. Puis ça, c'est... alors, et une des choses, c'est qu'il y a une confusion complète sur qu'est-ce qui est une dépense de programme, de portefeuille, de ministère, consolidé, pas consolidé. Bon. Qu'est-ce qui est important, par exemple, en éducation? Si je vous dis que les dépenses de programme ont augmenté de 7 % en éducation, me croyez-vous? Et là, vous allez dire, vraiment? Ben là, c'est parce que la taxe scolaire a baissé, puis que les subventions du ministère ont augmenté, mais au net, là, il n'y a pas plus d'argent dans les écoles. Là. Fait que ce qui est important,
c'est les dépenses consolidées en éducation. Là, si ça passe par une commission scolaire, un ministère, un organisme, alors nous, on travaille maintenant en dépenses de portefeuille. Qui dit portefeuille dit programme, fonds spéciaux, organismes. Tout ça, c'est sommé. Puis si vous êtes ministre de l'Éducation, vous êtes responsable de l'ensemble du portefeuille. Et si je vous dis que les dépenses en éducation vont augmenter d'un minimum de 3,5 % avec notre gouvernement, bien, je fais référence aux dépenses totales, les seules qui comptent. Parce que sinon, je peux dire n'importe quoi. Okay? Si on dit que les dépenses en éducation augmentent de 3,5 %, il faut toujours bien que la somme des dépenses 19-20 sur les dépenses 18-19 augmente de 3,5 %. Alors, dépenses consolidées. On a donné de l'information supplémentaire aujourd'hui. Ça fait 4 années qu'il y a des surplus au Québec, puis il y a un mystère autour de ça. Les gens disent, d'où viennent les surplus? Alors, je vais vous donner le scoop aujourd'hui. Les surplus viennent de 3 sources. Puis ça, on l'a dit dans le dernier budget, c'est écrit tel quel, puis même les journalistes me trouvent fatigant parce que je leur donne les numéros de page puis les numéros de tableau. Je leur dis, parce que je les dis, regardez, s'il vous plaît, ce tableau. Voici l'information. Alors, la première chose, c'est que les revenus ont été plus importants que prévu en 17-18 puis en 18-19. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Bien, c'est la meilleure performance de l'économie mondiale depuis 2008. Okay? Puis le Québec, là, on n'a pas inventé le pain tranché. Là. On est moins bon que la performance de l'économie canadienne en 2017. Et évidemment, l'économie canadienne est moins bonne que l'économie mondiale en 2017. Mais les revenus ont été beaucoup plus importants que prévu. 17-18, 18-19. Première chose. Deuxième chose, puis ça, on l'a détaillé, c'est que les dépenses réalisées sont inférieures aux dépenses prévues pour 4 années consécutives. Ça, c'est pourquoi ça? C'est parce qu'on a des enjeux de capacité, on a des enjeux de main-d'œuvre. Prenez le cas des écoles, des infrastructures. Okay? Nos écoles sont dans un piteux état. Okay? Peu de gens savent que nos écoles sont dans un pire état que nos routes et nos hôpitaux. C'est dur à croire. Mais lorsqu'on regarde l'indice de désuétude dans le plan québécois d'infrastructure, nos écoles sont en mauvais état. Or, même si on met des milliards pour rénover les écoles, on a une contrainte, c'est qu'on peut seulement rénover les écoles entre le 24 juin et le 5 septembre. Et alors, on ne peut pas rattraper un retard structurel en 1 année, 2 années. Alors, bien qu'on veut dépenser plus d'argent dans le maintien des écoles, on n'arrive pas à sortir tout ce qu'on veut. Et dans l'ensemble du gouvernement, ce qu'on constate, c'est que pour plusieurs années consécutives, les dépenses réalisées sont inférieures aux dépenses budgétées. Alors, revenus, dépenses. Bon. Puis je vais vous donner un autre élément de transparence, parce que je veux vraiment être transparent avec vous. Une des choses qui se passe lorsqu'on constate durant l'année que les dépenses réalisées sont inférieures aux dépenses budgétées, c'est qu'on fait beaucoup de dépenses discrétionnaires le dernier mois de l'année. Alors, il faut regarder combien de dépenses auraient été faites s'il n'y avait pas eu de dépenses discrétionnaires pour avoir l'heure juste, d'une part. Puis d'autre part, lorsqu'on a le rôle d'intendance des finances publiques, il faut s'assurer que les dépenses de fin d'année sont d'une part discrétionnaires, non récurrentes et extrêmement utiles. Parce que lorsqu'on fait une dépense, il faut s'assurer que son utilité va être supérieure à rembourser la dette. Okay. Troisième point. Okay, puis ça, je vais dire quelque chose. Là. Écoutez, au Québec, là, c'est comme si on n'avait pas le droit de dire ça. Bien, les transferts fédéraux ont été extrêmement généreux.
excusez-moi de le dire, mais on est passé d'un gouvernement fédéral sous un premier ministre qui avait l'objectif de l'équilibre budgétaire à tout prix. OK? Vous connaissez son nom? Puis, savez-vous quoi? Il a réussi. Là. On est arrivé en 2015, là, on avait l'équilibre budgétaire, l'année électorale en 2015, à tout prix. Il y a 3 types de dépenses au fédéral. Les dépenses des individus, les transferts aux provinces et les dépenses de programme fédéral. Et là, arrive un nouveau gouvernement qui dit « la contrainte budgétaire ne me contraint pas ». Et puis là, on est passé de surplus, d'équilibre, pour être honnête, à des déficits de l'ordre de 25 milliards. À partir de octobre 2015, on a eu une élection. Okay? On a eu une élection en octobre 2015, puis on a changé de cadre fiscal fédéral. On a eu des transferts fédéraux extrêmement généreux, ce qui fait que les transferts fédéraux ont cru beaucoup plus rapidement que les revenus autonomes du Québec. Alors, ces 3 facteurs-là sont derrière l'amélioration des finances publiques du Québec. Et tout ça, c'est disponible dans les documents budgétaires. Une autre chose qu'on a ajoutée au niveau de la transparence, c'est que, vous savez, le premier ministre Legault, veut absolument qu'on rattrape l'écart de niveau de vie avec le reste du Canada, ou la moyenne canadienne. Puis vous savez, les économistes savent que la moyenne canadienne, c'est souvent l'Ontario. Ça ressemble au chiffre de l'Ontario, parce que l'Ontario est une part importante de son économie. Et puis, on veut rattraper le niveau de vie avec l'Ontario, puis là, on peut mesurer le niveau de vie par PIB par habitant, revenus disponibles, etc. Mais toutes les mesures disent la même chose, qu'on a un retard structurel sur la moyenne canadienne. Et puis, dans la dernière mise à jour économique, à la page A16, j'ai expliqué comment est-ce qu'on allait fermer cet écart-là. Avec des chiffres, puis des déterminants. Puis la page A16, c'est la page la plus importante du point. Je l'ai dit à tous les journalistes, je vous le dis aujourd'hui. Normalement, les documents budgétaires, si vous lisez les faits saillants, la première section, vous devriez comprendre exactement ce que le gouvernement fait, le cadre financier, et la page A16 vous explique comment nous avons l'intention de fermer l'écart de richesse avec le Canada ou l'Ontario et combien de temps ça va prendre. Combien de temps ça va prendre? Bien, un écart structurel de l'ordre de celui qu'on a accumulé, ça va prendre 25 ans. Alors, j'ai une bonne nouvelle. On a 2 ans de fête. Non, c'est vrai. OK? Alors, ça, c'est la page A16. Alors, je continue. Bon. J'avais combien de temps, Luc? Le temps qu'il faut. OK, parfait. OK, bon. J'étais un peu rouillé, là. C'est mon premier speech de 2020. Et, normalement, c'est plus... je suis reconnu pour faire des phrases courtes, là. Bon, la croissance économique des 10 dernières années. Vous savez, à entendre parler certains analystes, la performance économique du Québec au cours des 10 dernières années serait remarquable. C'est faux. La performance du marché de l'emploi au Québec est remarquable. Or, on a un retard au niveau de la productivité, ce qui fait que lorsqu'on cumule la moyenne des 10 dernières années au Québec, on n'a pas surperformé l'Ontario du tout. Puis on n'a pas surperformé le Canada non plus. Okay? Fait que ça, c'est important de se dire les vraies choses. C'est sûr que si vous regardez juste l'emploi, c'est spectaculaire. Mais ce n'est pas spectaculaire au niveau de la productivité. Bon. Mais là, je tiens à vous dire une chose. La performance économique du Québec est remarquable. Okay, là, vous allez dire, c'est vraiment rendu un politicien, ce gars-là. Là. Parce que je viens vous dire qu'elle n'est pas remarquable. Elle est remarquable cette année. Okay? Elle est remarquable depuis 3 ans. Je vais vous dire 3 raisons. Alors, ça fait 3 ans que la croissance au Québec est au-dessus de 2 %. C'est remarquable. Ça fait 2 ans que notre croissance est supérieure à celle du Canada, donc 2018 et 2019. Et nous avons, en 2019, à la mise à jour économique, augmenté la prévision de croissance 2019, alors que tout le monde sur la planète baissait ses prévisions de croissance.
Alors, la performance économique récente du Québec est remarquable. Et bien sûr, avec ça, vient plus de revenus et des moyens. Bon, ça, c'est mon équation. Okay? Parce que lorsqu'on est ministre des Finances, on a un rôle de vulgarisation, d'expliquer ce qu'on fait à la population. Puis c'est très important parce que, encore une fois, je tiens à vous le dire, c'est du service public. Je gère vos finances publiques. Et puis cette équation-là est extrêmement utile. En fait, moi, je l'utilise à toutes les sauces. Par exemple, si autour du sapin de Noël, quelqu'un me pose une question sur l'immigration, je le réfère à cette équation. La laïcité, je réfère à cette équation. Tous les sujets difficiles, le projet de loi 34 sur les tarifs d'électricité. C'est important. Alors, c'est quoi cette équation-là? Elle est simple. Ça, c'est le plan de match. Comment allons-nous fermer l'écart de richesse avec le Canada? Alors, la première chose, c'est qu'on a besoin d'investir en éducation. Très important. Le premier ministre est l'ancien ministre de l'Éducation d'un ancien gouvernement. Et moi, lorsqu'il m'a essayé de me convaincre de joindre son équipe, la première chose qu'on a parlé, c'est l'éducation. Parce que l'éducation, c'est fondamental. Puis je vais vous montrer des statistiques tantôt. Vous allez voir qu'on a du travail à faire. Okay? Ensuite, la participation au marché du travail. Bien, c'est sûr qu'on a besoin de plus de travailleurs. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on adresse ça. Les investissements privés. Alors, le Québec sous-performe structurellement le reste du Canada au niveau des investissements des entreprises. Puis c'est un fait. Puis, généralement, lorsqu'on dit ça, les gens disent « Ah, c'est à cause des investissements dans le secteur de l'énergie en Alberta. » C'est partiellement vrai. Et en passant, ça devrait être un avantage depuis quelques années. Là. Ça ne peut pas juste être un désavantage. Là. Ça ne va pas particulièrement bien dans les investissements dans le secteur de l'énergie en Alberta. Alors, plus d'investissements en éducation, plus de travailleurs, plus d'investissements privés. Là, vous reconnaissez ma Cobb-Douglas Production Function, hein? Tous les économistes. Alors, ça prend plus de travailleurs, plus de productivité, plus d'investissements privés, puis moins de dettes. Parce que la richesse, c'est un concept net. Là. Plus d'actifs, moins de passifs, vous êtes plus riche. Alors, on réduit la dette, puis c'est comme ça qu'on va créer de la richesse à long terme. Ça, c'est les thèmes. Évidemment, pour chaque pilier, on a 4 piliers à notre stratégie, mais il y a plusieurs vecteurs, parce qu'en politique publique, on n'est jamais certain que les interventions que nous faisons vont avoir l'impact qu'on avait prévu. En fait, il y a beaucoup plus d'incertitudes que les politiciens veulent bien admettre. Alors moi, j'ai toujours 2-3 vecteurs pour chacun de mes objectifs. Comme ça, je maximise mes chances qu'il y ait au moins un des vecteurs qui fonctionne. Là. Bon, ça, c'est le niveau de vie. Puis les statistiques, dépendamment si vous prenez le PIB par habitant, le revenu disponible, le salaire horaire moyen, on est entre 15 et 20 moins riches que la moyenne canadienne, et on est entre 15 et 20 moins productif. Puis ça, il faut changer ça. Et pour l'investissement des entreprises, c'est la même chose. Okay? Puis l'investissement des entreprises, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors là, mon premier pilier, l'investissement des entreprises, puis je vais venir à l'éducation, l'ordre n'est pas exactement le même que dans l'équation. Ça montre qu'on a encore des petits ajustements à faire à la présentation. Mais la première chose qu'on a faite, c'est on a 2 vecteurs. Alors, on a le fiscal, puis on a le qualitatif. Alors, on a fait l'amortissement accéléré. Alors, l'amortissement accéléré, c'est quoi? Bien, c'est la meilleure chose que Donald Trump a faite. Okay? Parce qu'il en fait des affaires. OK? Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a baissé les impôts des particuliers, baissé l'impôt des entreprises et introduit l'amortissement accéléré. Et nous, on a pris note de ça, puis on a dit amortissement accéléré vise à réduire le taux marginal effectif d'imposition sur les nouveaux investissements. Or, c'est exactement ce qu'on veut faire, stimuler les nouveaux investissements, réduire le prix. On est des économistes, on réduit le coût, la demande va augmenter, plus d'investissements. On donne 130 d'amortissement pour les nouveaux investissements en machines et équipements, logiciels et équipements, propriété intellectuelle, puis infrastructure verte.
130 d'amortissement. Ça donne le taux effectif marginal d'imposition sur les nouveaux investissements le plus bas au Canada. Puis ça marche. Je sais qu'il y avait des sceptiques. Là. Ça fonctionne. Okay? Puis ça coûte cher aussi. Là. Puis ça, on le dit, ça coûte 500 millions par année au Trésor québécois pour stimuler l'investissement des entreprises. Le qualitatif, bien, c'est la réforme d'Investissement Québec. On veut assister nos entreprises à se transformer numériquement, à avoir plus d'exportation. On veut attirer des investissements étrangers. Et puis ça, c'est le rôle d'Investissement Québec, qui est le bras du gouvernement. Et donc, j'ai un facteur fiscal, j'ai un facteur qualitatif. Taux d'emploi. Alors, le taux de participation, le marché de l'emploi très bien fait au Québec, et c'est notamment parce qu'on a une excellente politique publique qui s'appelle les garderies privées subventionnées. Le taux de participation des femmes au Québec est supérieur à la moyenne canadienne pour l'ensemble des cohortes, ce qui fait que le Québec, le taux de participation au Québec est très bon pour toutes les cohortes de travailleurs, sauf les travailleurs expérimentés, les travailleurs d'expérience. On prend notre retraite trop tôt au Québec. Alors, puisque nos travailleurs de 60 ans et plus travaillent moins, je vois Pierre Fortin dans le fond de la salle. Là. Monsieur Fortin, je vous salue. Excellent professeur que j'ai eu le privilège d'assister à ses cours. Et on a un taux de participation inférieur, alors on essaie de stimuler les gens à travailler plus longtemps. Puis oui, on aimerait que des travailleurs qui ont pris leur retraite reviennent au travail, mais ça, il y a quand même des barrières à ça. Mais on veut notamment que ceux qui travaillent présentement restent plus longtemps. Alors on fait ça, on stimule de deux façons. Alors le premier, 10 000 $ de revenus est non imposable. Alors ça, on agit sur l'employé. Et pour les petites et moyennes entreprises, les taxes sur la masse salariale sont réduites de 50 % si vous embauchez un travailleur de plus de 60 ans et de 75 % si vous embauchez un travailleur de plus de 65 ans. Et puis avec ça doit venir une révolution culturelle, c'est-à-dire que les entreprises doivent se rendre compte que 2 travailleurs à temps partiel expérimentés peuvent faire le travail d'un travailleur à temps plein de 40 ans, par exemple. Les entreprises ne sont pas habituées à ça. Mais, alors, mes 2 vecteurs, les employés, les employeurs. On a aussi la réforme de l'immigration, puis il y a eu énormément de bruit autour de la réforme de l'immigration. Je vais vous résumer ça très simplement. On essaie d'offrir à chaque immigrant un parcours personnalisé. Et on veut les aider à s'intégrer, à se franciser. On veut reconnaître leur diplôme. On veut avoir moins d'ingénieurs qui conduisent des taxis et plus de gens intégrés à la société qui sont heureux et qui contribuent. Et on a, vous savez, puis vous regardez les documents budgétaires, quels sont les 2 ministères, dans le premier budget du gouvernement, quels sont les 2 ministères qui ont eu les plus fortes augmentations? Puis là, je parle de vraies augmentations, les dépenses de portefeuille totales. Quels sont les 2 ministères? Essayez. Non. Mais non, ça, c'est les 2 plus gros postes budgétaires. Là. Ça n'aurait pas balancé. C'est immigration et environnement. OK? Immigration et environnement ont eu des hausses de leur budget extrêmement importantes, 52 % en environnement. Immigration, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais je regarde Fanny qui a peut-être le chiffre. Non. Proche du 100 %. En tout cas, immigration et environnement étaient les 2 postes budgétaires les plus élevés. OK? Alors, et évidemment, on croit à l'immigration. La contribution de l'immigration à la société québécoise est extrêmement positive. Bon, je reviens au niveau d'études. OK? Pourquoi il faut investir en éducation? Pourquoi il faut rénover nos écoles? Pourquoi on a Agirto du docteur Lionel Carman, spécialiste neuropsychiatre de Sainte-Justine? Agirto, c'est détecter les troubles d'apprentissage le plus tôt possible pour intervenir.
On a la maternelle 4 ans pour que les enfants qui ne sont pas dans nos services de garde, qui ne sont pas à l'école, viennent à l'école plus tôt. On a des investissements à l'école primaire, à l'école secondaire. Pourquoi? Parce que les taux de diplomation des Québécois sont inférieurs à leur poids démographique. Et alors, vous voyez que nous sommes 22,6 % de la population, mais seulement 19,6 % des baccalauréats au Canada. Or, il y a deux autres choses, puisque les statistiques nous donnent d'autres informations. Vous devez savoir aussi que, bien sûr, les garçons font moins bien que les filles. Alors, derrière ces chiffres-là, il y a toutes les difficultés des garçons. Mais j'ai une autre composante que vous n'aimerez pas entendre, c'est que ceux qui parlent le français à la maison font beaucoup moins bien que ceux qui parlent l'anglais ou ni l'anglais ni le français. Donc, j'aimerais émettre l'hypothèse que notre problème de diplomation au Québec, c'est les garçons francophones. Et ça, il faut en être conscient, il faut se le dire, puis il faut agir là-dessus. Alors, nos vecteurs, c'est agir tôt, la maternelle 4 ans, des écoles rénovées, entretenues, des belles écoles. Et moi, ma mesure favorite, puis là, en éducation, on est rendu à 4 vecteurs, là, parce qu'on en a des défis en éducation. Moi, mon heure favorite, c'est 1 heure de plus par jour au secondaire. Au secondaire public. Okay? Parce que cette heure de plus par jour aide l'école publique à concurrencer l'école privée, avec des activités parascolaires, avec de l'aide aux devoirs, avec des sports. 1 heure de plus par jour au secondaire. Puis nous, on est des économistes. Si ça marche, là, qu'est-ce qu'on va faire? 2 heures de plus. Okay, je reçois des ovations debout dans les écoles. Je leur dis ça, mais je veux dire, il y a le talent puis il y a le travail aussi, là. Okay, il n'y a rien de mieux que rajouter des heures à l'école pour stimuler le taux de diplomation, là. Alors, ça, c'est ma mesure favorite, puis c'est celle-là dont on parle le moins. Si vous étiez à l'Assemblée nationale, on parle tout le temps de la maternelle 4 ans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la maternelle 4 ans, c'est un vecteur. OK, la dette. Alors, ça va bien. Nous étions la province la plus endettée au Canada. Nous avons maintenant 2 provinces qui sont plus endettées que nous, Terre-Neuve et l'Ontario. Ça, c'est la dette nette. Et puis, on peut voir à l'horizon un grand jour, en 2024, où nous aurons atteint nos cibles de gestion de dette que nous étions données en 2006. Et ce serait un jour où la dette nette du Québec par rapport au PIB serait de l'ordre de 34 %, et puis ce serait à peu près le même niveau que le gouvernement fédéral. Puis ce serait un grand jour pour tous les Québécois. Maintenant, en 2024, ça fera seulement 5 ans des 25 ans, je vous ai parlé, on ne se sera pas encore complètement affranchi de la péréquation. Nous recevons 13 milliards de péréquation par année, mais c'est déjà amorcé, là. Suite à la bonne performance, puisque ça fait 2 ans de suite qu'on surperforme l'économie canadienne, 2018 et 2019, mais le lent déclin de la péréquation, de la part du Québec dans la péréquation, est déjà amorcé. Mais vous comprenez qu'à 13 milliards, on ne peut pas se passer de 13 milliards comme ça, là. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire, puis on travaille là-dessus. Bon, les changements climatiques. Alors, mes enfants ont 18 et 17 ans, en fait 19 et 17. Et il ne se passe pas un repas à la maison sans qu'on me parle d'environnement. Puis l'environnement, c'est très important. Or, au Québec, on s'est donné des mécanismes, une bourse du carbone. Une bourse du carbone, ça a des avantages, c'est que ça fixe le montant d'émissions et puis le prix fluctue, contrairement à la taxe où on fixe le prix puis les émissions fluctuent. Okay? Alors, la bourse du carbone a des avantages, mais elle a un désavantage, c'est que normalement, une bourse, ça prend du monde pour faire des échanges pour atteindre un optimal. Là, dans la bourse, il y a juste 2 partenaires. Alors, première faiblesse de la bourse, c'est qu'il y a juste le Québec et la Californie dans la bourse. Dans un monde idéal, tous les États américains et les provinces canadiennes seraient dans la bourse. Puis là, la bourse serait beaucoup plus efficace. Alors moi, lorsque je me promène dans le Canada, puis je vais voir mes collègues ministres des Finances des autres provinces, je leur parle de notre bourse du carbone parce que, idéalement, on ne serait pas juste 2 acteurs là-dedans.
Alors, les revenus de la bourse du carbone vont dans le fonds vert. Dans le fonds vert, on a des mesures. On a maintenant, le précédent gouvernement avait un plan qui se termine en 2020 et notre gouvernement a la responsabilité de préparer le plan d'électrification et de changement climatique 2021-2030. Et puis ça, c'est ce qui s'en vient cette année, là. C'est extrêmement important. Le gouvernement devra expliquer à la population comment, en 10 ans, on va atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre, qui, soit dit en passant, sont très ambitieuses. Pas suffisantes pour mes enfants, mais néanmoins très ambitieuses. OK. Alors, j'arrive à la conclusion. Alors, lorsqu'on consulte, dans le cadre du processus budgétaire, on veut avoir votre opinion sur les questions suivantes. Quelles devraient être les priorités du gouvernement pour son prochain budget? Ça, c'est la question générale. Quelles mesures en environnement auraient le plus d'impact sur la diminution des GES? Mais c'est parce que là, on fait un plan d'électrification et des changements climatiques, mais il faudrait, puisqu'on va commettre on parle de milliards de dollars là, sur 10 ans, bien, il faudrait que les émissions diminuent. Fait que moi, mon rôle d'intendant, moi, j'y crois, là. Je veux qu'on réduise les émissions. Mais lorsqu'on me présente des mesures, moi, je veux voir combien de dollars est dépensé puis combien de gaz à effet de serre sont réduits, là. Ça me prend des ratios, là. Il faut que je redonne mes mesures. Comprenez-vous? J'ai un rôle de fiduciaire, là. Alors, je vous le demande. Quelles mesures auraient le plus d'impact? Je pense que vous devez avoir des idées là-dessus. Je vous reconnais. Quelles mesures fiscales permettraient d'assurer la compétitivité et la productivité de nos entreprises? Okay? Parce que le ministre des Finances a le levier fiscal. Et puis au Québec, nos entreprises, la pression fiscale est forte. Bon, puis encore une fois, on ne se dit pas toujours la vérité. On a le même taux d'imposition des entreprises qu'en Ontario puis en Alberta, alors on peut dormir sur nos deux oreilles, ça va très bien, sauf qu'on a des charges, des taxes en masse salariale qui sont nettement plus importantes que les autres provinces. Ce qui fait que lorsqu'on somme les deux, puis oui, le Québec est extrêmement généreux avec des crédits d'impôt, alors lorsqu'on somme les trois, impôts, taxes en masse salariale, crédit d'impôt, bien, les entreprises québécoises sont extrêmement taxées. En fait, on est champion au Canada. Okay? Et donc, je vous demande quelles mesures fiscales des entreprises stimuleraient le plus leur compétitivité et leur productivité. En 2024, nous croyons que nous aurons atteint nos cibles qui avaient été établies en 2006 avec la loi sur la réduction de la dette et du fonds de génération. Alors, 17% du PIB pour la somme des déficits, puis la dette brute, on va l'atteindre cette année. 45%. Alors, une grande question qu'on doit se poser 4 ans d'avance, c'est quel sera le rôle du fonds de génération une fois que les cibles de dette auront été atteintes. Alors ça, on met près de 3 milliards par année là-dedans. Puis là, les journalistes ont compris là, que lorsqu'on est à l'équilibre budgétaire, on est vraiment en surplus de 3 milliards. Okay? Là, je pense que tout le monde a compris qu'il y a le surplus après contribution au fonds de génération, puis il y a le vrai surplus, le surplus comptable avant. Alors, on met près de 3 milliards par année là-dedans. Et en 2024, on aura atteint nos cibles. Et est-ce qu'on veut continuer à réduire la dette au rythme de 3 milliards par année, approximativement, après 2024? Quels engagements du gouvernement devraient être réalisés en priorité? Bon. OK. La conclusion, c'est l'équation. Okay? On a un plan qui est très simple. On veut fermer l'écart de richesse avec le Québec, pas pour être riche, parce que lorsqu'on est riche, on peut investir en santé, on peut investir en éducation, on peut avoir un réseau de transport à la hauteur de nos attentes, on peut réduire la pression fiscale des citoyens.
Alors, on veut fermer l'écart de richesse avec l'Ontario et le Canada. Ça va prendre beaucoup de temps. La bonne nouvelle, c'est commencer. Le plan pour faire ça, c'est des investissements importants en éducation, stimuler l'investissement des entreprises, stimuler la participation au marché du travail et réduire la dette. Je vous remercie beaucoup. On avait promis qu'il y aurait quelques questions. On va les réserver dans le cocktail après. Vous aurez la chance. Le ministre, son adjointe a dit que le ministre était pour rester et il va pouvoir répondre à vos questions par la suite dans le cadre du cocktail. Alors là, j'essaie de faire deux choses en même temps. Bon, alors j'espère que vous m'entendez bien. On va donc commencer. Je vais essayer prenez votre souffle parce que je vais essayer d'aller quand même un peu vite pour vous présenter dans le fond. Je sais qu'il y a 80 indicateurs, je ne vous en présenterai pas 80, mais je vais essayer de faire un survol de ce que contient le bilan de la fiscalité. Un peu. Alors, grosso modo, ce qu'on observe, d'abord, quand on calcule le poids de la fiscalité au Québec, il faut d'abord recenser les recettes fiscales, non pas juste du gouvernement du Québec, mais il faut recenser les recettes fiscales du gouvernement fédéral, des autres administrations publiques. Et donc, on totalise pour l'année 2018 169 milliards de recettes fiscales. Et on s'aperçoit que quand on regarde qui collecte ces recettes fiscales-là, le gouvernement du Québec en collecte grosso modo la moitié. Un peu moins du tiers va au gouvernement fédéral. Les villes en accaparent 9 % et le régime des rentes du Québec, qui va nous revenir plus tard sous forme de prestation, un autre 9 %. Donc, c'est le 169 milliards qui est collecté comme ça par l'ensemble des administrations publiques. Et c'est ça, plus tard, qu'on va comparer avec les autres juridictions. Est-ce que ce chiffre-là augmente? Eh bien oui, malgré qu'il y a eu des réductions d'impôts annoncées par le gouvernement fédéral depuis 2015, annoncées par le gouvernement du Québec depuis 2016-17, il y a 9 milliards de plus de recettes fiscales qui ont été prélevées au Québec en 2018 par rapport à 2017. Donc, une croissance nominale des recettes fiscales de 5,8 %, qui est plus que la croissance économique. Donc, là, quand on va vouloir se comparer, ce qu'on fait, c'est qu'on prend recettes fiscales divisées par le PIB, donc notre 169 milliards, on le divise par le PIB québécois, puis on obtient quoi? On obtient un poids de la fiscalité dans l'économie ou une pression fiscale dans l'économie de 38,6. Bon, là, ce 38,6-là, ça va nous permettre de nous comparer. Et donc, là, j'avais une série de petites questions pour vous. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est plus ou moins qu'avant? Puis, est-ce que, lorsqu'on essaie de se comparer avec l'OCDE, bien, est-ce que c'est milieu, moyenne, en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne? Donc, c'est ça un peu la comparaison qu'on va faire. Alors, pour savoir si c'est plus ou moins qu'avant, bien, c'est plus qu'avant. Malgré les réductions d'impôts qui ont été annoncées par le ministre des Finances, bon, pour le ministre des Finances actuel, il manque la première colonne d'évaluation, ça va être 2019. Il n'est pas encore là. Mais pour le ministre des Finances, Carlos Letao, ou pour le ministre des Finances, Morneau, qui a quand même fait des réductions d'impôts applicables aux contribuables québécois, ça ne s'est pas matérialisé dans l'indicateur. Et donc, depuis 2008, depuis la grande récession, on voit quand même une tendance à la hausse du poids de la fiscalité. Au début, les premières années, c'était un peu normal. La TVQ augmentait, on mettait en place la contribution santé, on mettait en place des taxes sur l'essence additionnelle, mais par la suite, il y a eu des réductions qui, là, ne se manifestent pas dans l'indicateur. Bon, pour ceux qui étaient là l'année passée et qui ont une sacrée bonne mémoire, l'année passée, on disait le poids de la fiscalité au Québec a commencé à diminuer. Puis on disait, regardez, depuis 2015, ça a commencé à diminuer. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne diminue plus. Est-ce qu'on avait fait des erreurs? Malheureusement, non, mais Statistique Canada a fait des révisions de données. Et l'économie va tellement bien que les recettes fiscales ont été revues finalement à la hausse. Alors, juste pour l'économie du Québec, pour l'impôt sur le profit des sociétés, ils ont pris le chiffre et ils l'ont augmenté de 38 %.
Pour l'année 2017, c'est plus 5,3 milliards d'impôts et profits, c'est 7,3 milliards. Un petit 2 milliards là. Après ça, un autre petit 1,5 milliard du côté de l'impôt sur le revenu du côté fédéral, dans des révisions de données, qui fait que finalement, on est passé de 37,3 à 38,2 pour la même année, simplement avec des révisions de données. Bon. Maintenant, on peut, avec notre 38,6, on peut se comparer avec les autres pays de l'OCDE. Puis là, ce qu'on constate, on peut dire qu'on est dans le tiers supérieur, on est au-dessus de la moyenne de l'OCDE, on est au-dessus de la moyenne du G7, puis on est quoi? Entouré par l'Allemagne, je ne dirais pas la Grèce, là, entouré par l'Allemagne et les Pays-Bas en termes de poids de la fiscalité dans l'économie. Puis si on prend le Canada, et nous, on a refait le Canada sans le Québec, parce que le Canada, il y a le Québec dedans qui tire le chiffre vers le haut, donc on a fait le Canada sans le Québec. Ils sont 6,5 points sous le poids de la fiscalité québécoise, donc quand même un écart significatif. Eux, ils sont comme dans le tiers bas, puis nous, on est dans le tiers haut des 37 pays ou des 36 pays dans lesquels on a inséré le Québec. Et on peut regarder nos voisins américains qui sont à 24,3. Le ministre des Finances, tantôt, a parlé qu'il y avait eu une réforme là-bas, mais on va voir dans le diapo qui suit. Mais oui, ils sont, eux, vraiment en queue de peloton en termes du poids de la fiscalité. Et pour une deuxième année consécutive, la France est première en termes du poids de la fiscalité dans l'économie. Bon, on regarde justement la grande réforme fiscale de Trump. Ça l'a fait chuter en une seule année le poids de la fiscalité aux États-Unis de 2,5 points de pourcentage de PIB. Donc, ils sont passés de 26,8 à 24,3. C'est quand même énorme comme changement. On voit qu'ailleurs, les changements sont beaucoup plus modestes, une année sur l'autre. C'est un peu normal, mais c'est ça. Québec est à la hausse comme une majorité de juridictions dans cette analyse-là. Si on s'en va sur la scène canadienne, bien là, si l'année passée, on vous a dit que le poids de la fiscalité était le plus élevé au Canada, que c'était au Québec, ce n'est pas un indicateur qui change facilement. Donc, c'est le cas depuis 82. Puis sans trop se tromper, ça va être le cas l'année prochaine aussi, parce qu'il y a à peu près 3,5 points d'écart avec l'Ontario. Donc, c'est quand même assez gros comme changement. Donc, c'est le poids qui est ici le plus élevé. On regarde, c'est l'Alberta qui a le poids le plus faible. Donc, c'est l'Alberta qui aurait la place pour augmenter sa fiscalité le plus facilement dans une volonté de retrouver l'équilibre budgétaire. On regarde ici, depuis la dernière grande récession, l'évolution dans chacune des provinces. Alors, il y a 8 provinces qui ont augmenté leur poids de la fiscalité suite à la grande récession. Donc, Québec n'est pas tout seul. C'est malgré tout Terre-Neuve où le poids a augmenté le plus. Québec, la deuxième province où le poids a augmenté le plus. Mais il y a 8 provinces qui ont vu leur poids de la fiscalité augmenter depuis la grande récession. Saskatchewan, à peu près stable. Puis il y a une province qui a décidé de le baisser depuis, si on compare 2009 à 2018, donc qui est l'Alberta. Donc, il faut quand même garder ça en réflexion. Lorsqu'on voit qu'il y a des provinces qui sont en difficulté budgétaire, c'est sûr que ça aggrave la difficulté budgétaire de réduire le poids de sa fiscalité dans l'économie. Maintenant, on va regarder, grosso modo, la manière d'imposer. Une des manières d'imposer qu'on utilise beaucoup au Québec-Canada, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, on va prendre l'impôt sur le revenu, on va faire la même chose, mais on va diviser par le PIB. Donc, si on prend l'impôt sur le revenu pour diviser par le PIB, dans l'économie québécoise, l'impôt sur le revenu représente 13,3 de notre économie. Donc, c'est quand même un élément important. Là, on va se comparer, puis encore une fois, je vous repose la question, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est plus élevé que dans d'autres juridictions? Si on se compare avec l'OCDE, on est manifestement plus élevé que la moyenne de l'OCDE, plus élevé que la moyenne du G7, et on est troisième avec, en tout cas, peu de chances de finir premier, mais on est quand même, parce qu'il y a d'autres manières d'imposer, et le Danemark n'utilise pas du tout les cotisations sociales, mais l'impôt sur le revenu, il l'utilise quand même abondamment. Donc, on est troisième. Et là, on s'est dit, bon, troisième sur 37, c'est quand même beaucoup. Fait que là, on s'est prêté un petit jeu, on a dit, oui, mais il y a d'autres pays que les pays de l'OCDE. Donc, ce qu'on a fait, on a rajouté les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'OCDE. 5 pays qu'on ajoute. On a rajouté 6 pays d'Asie les données sont colligées par l'OCDE, mais ce n'est pas des pays membres de l'OCDE. 5 pays d'Océanie, 19 pays d'Amérique et 27 pays d'Afrique. Selon vous, si on rajoute tous ces pays-là, puis on arrive à 99 juridictions, est-ce que notre position se déplace ou on reste encore troisième sur 99?
On reste troisième sur 99. Bon, c'est sûr qu'il y a des pays où la fiscalité est très faible, mais il y a malgré tout des pays, vous voyez qu'on rajoute des pays d'Afrique, vous voyez, Afrique du Sud, qui est quand même qui se retrouve à côté de la Norvège en termes du poids de l'impôt sur le revenu. Mais pas suffisamment pour aller devancer le Québec en termes de poids sur l'impôt sur le revenu. Bon, l'impôt des sociétés, le ministre en a parlé tantôt. Il y a 3 manières d'imposer les sociétés: le profit, le capital et la masse salariale. Quand on cumule tout ça, effectivement, le Québec se retrouve 5e en termes de poids de ces éléments-là dans l'économie québécoise, donc divisé par le PIB. Encore une fois, manifestement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Si on regardait juste l'impôt sur les profits, bien là, on s'améliore un peu, on serait 9e, puis on serait effectivement à côté du Canada en termes de poids à l'impôt sur le profit, mais on utilise plus les taxes sur la masse salariale que les autres provinces. Puis la taxe sur le capital, on ne l'utilise plus cependant. Mais néanmoins, la taxe sur la masse salariale vient nous faire passer, grosso modo, de la 9e à la 5e position quand on rajoute la masse salariale pour l'ensemble des juridictions. Là, évidemment, j'accélère, je vous présente les autres assiettes, mais je vous présente une assiette justement un peu moins utilisée, l'impôt sur les taxes à la consommation, dans le fond, les taxes à la consommation, et vous voyez qu'on est vraiment plus bas. On est là, cette fois-là, en queue de peloton. Les États-Unis aussi, donc le seul pays qui n'a pas de taxe sur la valeur ajoutée. Et donc, on est plus bas. Si on rajoute les cotisations sociales, également, nous sommes plus bas. Mais non seulement nous sommes plus bas, mais cette fois-ci, nous sommes en dessous des États-Unis. Donc, de recourir aux cotisations sociales pour financer des services publics, les États-Unis l'utilisent plus que nous comme mode de financement. Alors, on est plus bas. Et si on arrive aux impôts sur le patrimoine, donc, on n'a pas d'impôt comme tel sur la richesse, mais on utilise abondamment l'impôt foncier. Donc, l'impôt sur le patrimoine dans les pays, ça peut prendre différentes formes. Ici, c'est principalement l'impôt foncier. Encore une fois, comme le Canada ou comme les pays anglo-saxons, on a tendance à l'utiliser pas mal. Le ministre a mentionné qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement. Dans le point sur la mise à jour économique de novembre dernier, il mentionnait déjà que le budget était pour avoir des gestes, poser des gestes pour l'environnement. On entend dire que l'année 2020 sera l'année de l'environnement avec le plan d'électrification et de changement climatique. Donc, on s'est dit, on n'avait pas, on va rajouter des indicateurs un peu sur la fiscalité et l'environnement. Alors là, on a refait un autre élément. On a dit, on va prendre les écotaxes sur l'essence. On va diviser par le prix de l'essence hors taxe. Donc, dans les écotaxes, là, il n'y a pas de TPS-TVQ, c'est vraiment la taxe d'assises fédérale, la taxe spécifique du Québec, plus les recettes découlant du SPED. On additionne ça, on divise ça par le prix de la taxe sur l'essence hors taxe. Selon vous, élevé, pas élevé, 41 %, c'est beaucoup, pas beaucoup? Bien, si on se compare ailleurs, il semble que ce n'est pas beaucoup. Tantôt, j'ai entendu le ministre dire un signal de prix. Quand le prix est élevé, les gens... Bien, c'est ça. Mais c'est la même chose pour l'essence. S'il y a un signal de prix qui est fait, on augmente les taxes sur l'essence, probablement que la demande pour l'essence va être modifiée. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Malgré qu'on trouve que l'essence nous coûte trop cher, bon, il n'y a pas les États-Unis ici dans la comparaison. Ce n'est pas nous qui l'avons enlevé. Là, c'est dans l'OCDE. Ils n'ont pas colligé les données pour les États-Unis. Mais on s'aperçoit que les écotaxes, même si on trouve les taxes sur l'essence élevées, ne sont pas si élevées. Quand on regarde, il y a une série de pays où ces écotaxes-là représentent plus que le prix hors taxe de l'essence. Donc, nous, on est encore relativement modeste avec notre petit 42 %. J'aurais voulu vous parler de la charge fiscale nette, mais celle-là, je vais la sauter, mais elle se retrouve sur le site Web, sur l'outil interactif, où elle se retrouve dans l'étude. Donc, je vais... Bon, là, j'ai une difficulté. La fameuse animation. Je vais néanmoins vous parler de ça. La charge fiscale nette, je vais vous dire 2 mots, c'est l'impôt sur le revenu auquel on additionne les cotisations sociales et on soustrait les prestations que vous recevez. Donc, là, c'est plus de l'analyse micro, c'est de l'analyse c'est plus de l'analyse macro, c'est de l'analyse micro. On prend une famille ou un célibataire, on prend une famille, puis là, on dit, bien, dans votre situation, à tel niveau de revenu, qu'est-ce que vous payez en impôt sur le revenu, en cotisation sociale et en prestations que vous recevez qu'on soustrait. Si on prend une famille québécoise qui
qui gagne le salaire moyen au Québec, 50 000, il y a un conjoint qui travaille et l'autre conjoint ne travaille pas, ça peut arriver. Ce n'est pas beaucoup, là, 50 000 avec 2 enfants, mais ce n'est pas beaucoup dans aucune des juridictions. Là. Gagner le salaire moyen en Turquie, puis il y a un conjoint qui travaille, l'autre ne travaille pas, tu ne dois pas être super riche non plus, mais c'est ça. Fait que là, on prend ça, puis on se compare d'une place à l'autre. C'est quoi la charge fiscale nette? On est la seule juridiction où la charge est négative. Donc, on gagne 50 000, on paye notre impôt sur le revenu, on paye nos cotisations sociales, puis on reçoit nos prestations, crédit de TPS, crédit de solidarité, allocation familiale, fédérale, provinciale, on est à moins 7. Bon, on pourrait dire que le Canada, ici, dans notre cas, qui serait l'Ontario, n'est pas beaucoup plus élevé. Donc, ça a quand même des similitudes. Ça veut dire que quand on parle de la fiscalité au Québec, il faut également prendre en compte que la fiscalité canadienne a cet effet-là. Là. Donc, c'est ça qu'on voit. Et là, c'est ça. Mais là, la question, en termes d'incitation au travail, c'est cette famille-là qui gagne 50 000, elle a la charge fiscale la plus faible, donc elle n'est manifestement pas à plaindre. Mais si elle décide d'aller gagner 500 $ de plus, d'augmenter son salaire de 1 %, ce qui serait légitime, qu'est-ce que le gouvernement fait sur ce 1 % additionnel de travail? Donc, le poids il est faible, mais sur le 500 $ de plus, qu'est-ce que le gouvernement ponctionne? Bien, c'est ici, là, on se bat avec l'Ontario, à savoir que c'est qui a la ponction la plus élevée. Donc, du 500 $ additionnel, au Québec, on enlève 72 % qu'on récupère en impôt fédéral, en impôt provincial, en cotisation à RRQ, puis en perte d'allocation de toutes sortes. Puis ça, c'est le Québec bleu pâle, c'est avec le bouclier fiscal. Si on n'avait pas le bouclier fiscal, on serait à 78. Mais là, on est à 76 grâce au bouclier. Mais ça milite pour toujours continuer de bonifier peut-être le bouclier pour que l'incitation au travail dans ce genre de situation-là soit quand même plus douce. Donc, là, on n'est pas dans des gens qui ne travaillent pas, qui veulent entrer sur le marché du travail. On est dans des gens qui sont sur le marché du travail, qui voudraient peut-être gagner un peu plus. Bon. Donc, vous voyez. Bon, nos contribuables québécois, c'est toujours intéressant de voir ça, puis, à vrai dire, c'est toujours même peut-être un peu décourageant de voir ça. Quand on sépare nos 6,5 millions de déclarations en 5 paquets égaux, puis qu'on prend le premier paquet, les 20 % les plus pauvres, on s'aperçoit qu'ils ne s'accaparent que de 3 % du revenu total et ne paient que 0 % du total des impôts. Mais ça peut être légitime, étant donné qu'ils ont juste 3 % du revenu total. On prend les deuxièmes groupes des 20 % et là, on est rendu à 40 % des Québécois les plus pauvres dans les déclarations produites. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont juste 11 % du revenu puis qu'ils ne paient que 1 % des impôts. Là, on rajoute un autre gang, puis là, on est rendu à 60 % des Québécois les plus pauvres dans les déclarations produites. Ils gagnent quoi? 26 % du revenu total déclaré, puis ils payent à peu près 9 % des impôts. Puis là, on arrive enfin à la gang des 20 % avant plus riches, puis eux, ils gagnent leur part de revenus, puis ils payent leur part d'impôts. Ils sont 20 %, ils gagnent 22 % des revenus, puis ils payent 21 % des impôts. Puis il reste les 20 % les plus riches, qui ne commencent pas très haut, soit dit en passant. C'est en bas de 60 000, si ma mémoire est bonne, là, le 20 % les plus riches. Et donc, eux, ils gagnent 51 % du revenu total, mais paient 70 % de l'impôt du Québec cette fois-ci. Donc, ça, il faut le garder en tête. L'autre élément, mais là, ce n'est pas du tout la même dynamique, c'est pour les entreprises québécoises cette fois-là, mais une petite entreprise peut être fortement rentable. Tantôt, on disait 20 % les plus pauvres, on sait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais une petite entreprise, elle peut être très rentable. On n'est plus dans la même dynamique, mais néanmoins, si on regarde les petites entreprises au Québec, dans toutes les déclarations des sociétés produites, il y en a 97 % qui viennent des petites entreprises. Ils génèrent 39 % du revenu imposable total déclaré au Québec, puis elles paient grosso modo 33 % des impôts, puis 30 % des cotisations au Fonds de service de la santé. Donc, cotisations au Fonds de service de la santé, il y a des dégrèvements, donc peut-être que ça l'explique qu'ils en payent un peu moins. Et si on prend les moyennes entreprises, ils sont 2 % des entreprises, 14 % du revenu imposable, 15 % des impôts, donc à peu près leur poids, puis un peu plus au Fonds de service de la santé. Donc, ça supposerait qu'ils seraient un petit peu plus intensifs en travailleurs. Et finalement, il nous reste mais là, on est dans les entreprises, mais notre fameux 1 %
des grandes entreprises. Donc là, 1 des déclarations produites, grosso modo 48 47 du revenu imposable, puis plus de 50 en impôts et en cotisations. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Là, je ne profite pas du fait que le ministre est là pour critiquer, mais c'est des vieilles données, mais il n'y a pas de données plus récentes. C'est 2013, c'est les données qui ont été publiées cette année, mais on attend avec impatience 2014, 2015, 2016 pour voir si ça change. Mais en gros, c'est ça. Là, dépenses fiscales. Dépenses fiscales, dans le fond, c'est des mesures que les ministres des Finances, année après année, mettent en place pour, à partir de leur politique fiscale, et ils renoncent à des recettes pour atteindre des objectifs de politique publique. Des politiques publiques d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre environnemental, nommez-les. Et dans le fond, ces mesures fiscales-là, c'est du manque à gagner fiscal qu'on a volontairement mis en place. Donc, il y en a à peu près 300 au Québec. Il y en a qui sont utilisés de manière massive. Donc, la déduction pour travailleurs, 3,5 millions des 6,5 millions de déclarations, on utilise cette mesure-là. Le crédit de solidarité, 3 millions de bénéficiaires. À vrai dire, c'est plus que ça parce que dans un couple, il y a juste un membre du couple qui réclame le crédit, mais quand tu es en couple, les deux en bénéficient, donc ça serait plus élevé. Puis on voit les frais médicaux, on est encore en force de frappe, 2 millions de bénéficiaires qui profitent de ça. Je tire une ligne puis je m'en vais à l'autre bout du spectre. Il y a 290 mesures. Il y en a qui sont beaucoup moins utilisées. Je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas pertinentes, là. Je dis juste qu'ils sont moins utilisés. Ils sont moins utilisés au point que on peut les compter. Il y en a quand même qu'on peut compter sur le doigt d'une main les nombres d'utilisateurs de la mesure fiscale. Encore une fois, je ne veux pas dire que ce n'est pas pertinent, mais le fameux marin québécois, ils sont rendus juste 32 à utiliser la mesure. Soit qu'il n'y a plus de marins, bien, c'est ça. Encore une fois, je ne veux pas dire que la mesure n'est pas pertinente, puis dans certains crédits mécénat culturel pour revenus d'artistes, c'est moins que 10. Fait que là, ça commence à ne pas être beaucoup. Fait que là, la question que le ministère des Finances peut ou doit se poser, c'est de dire, bien, est-ce que c'est les critères d'admissibilité qui sont trop sévères? Est-ce que la mesure est mal dessinée puis il faut la dessiner différemment? Est-ce que c'est juste qu'elle n'est pas connue ou c'est qu'elle n'est pas pertinente? Et dans un cas comme dans l'autre, il faut comme un peu réagir à ces éléments-là. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire que nécessairement les mesures doivent être abolies. Là, je ne sais pas si je voulais j'avais une mauvaise analogie. Là. J'ai entendu quelqu'un dans la dernière année dire souvent, on va en accueillir moins, mais on va en prendre soin. Là, j'avais le goût de dire, pour les mesures fiscales, ben, peut-être que si on en faisait moins, mais qu'on en faisait des plus punchées puis des plus généreuses, peut-être que ça aurait plus d'impact aussi. Mais bon, fait que c'est ça. C'était ma petite ligne. Fiscalité et inégalité. Fiscalité et inégalité, bon, là, on en entend parler beaucoup. Il y a plusieurs indicateurs dans la mesure, dans le bilan. Ici, je vous montre le fameux 1 %. On en entend beaucoup parler, le 1 %. Aux États-Unis, je sais que le 1 % s'accapare de plus en plus une grande part du revenu total. Bien, ici, depuis 2000, c'était vrai dans les années 80 peut-être, mais depuis 2000, la part du revenu total accaparée par le 1 % est stable. Peut-être qu'on trouve que c'est trop, que le 1 % des plus riches gagnent 10 % du revenu, mais c'est stable. Ce n'est pas en explosion, ce n'est pas en croissance. Par contre, au même moment, le 1 %, on les met peut-être qu'on ne les met pas assez à contribution, mais on les met quand même de plus en plus à contribution. Ils ne payaient en 2000 que 17 % du total des impôts sur le revenu. Puis aujourd'hui, ils payent près de 19 % des impôts sur le revenu. Ils sont 1 %, ils gagnent 10 % de la tarte, puis ils payent 19 % des impôts. Aux États-Unis, c'est 21 % qu'ils vont chercher dans la tarte totale de revenus. Et oui, après, ils payent plus d'impôts, là, c'est sûr, mais c'est ça. Fait que là, c'est ça un peu notre portrait pour les 1 %. Bon, les faits saillants. Les faits saillants, c'est... nous avons une quinzaine de pages de changements dans la fiscalité. Donc, j'aurais tendance à les passer pour vous dire qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de vous parler. Il y a un outil interactif, il y a le document comme tel.
Donc, allez le voir, il y a 80 indicateurs, on en a passé à peu près une trentaine, là, donc il y a beaucoup plus de choses. Dans l'outil interactif, on peut s'amuser en promenant notre doigt sur le curseur. On pourrait voir notre capacité, par exemple, à lutter contre les inégalités entre le coefficient de Gini avant impôt ou après impôt, puis notre capacité à réduire les inégalités par la fiscalité. Puis là, en se promenant sur le curseur, on peut choisir, on peut aller voir tous les pays puis voir à quel point on est mieux ou moins bon que certains. Donc, je pense que ça vaut la peine de visiter le site Web. Évidemment, je suis tout seul sur le stage. C'est un travail d'équipe. Donc, on a toute une équipe à la chaire. Je voulais juste leur présenter la bête. Vous pourrez jaser avec eux. Ils sont à peu près tous ici aujourd'hui, donc vous pourrez jaser avec eux. Mais sans eux, ce document-là ne serait pas possible et tous les documents qu'on produit dans l'année non plus. Alors, j'en profite, moi, pour les remercier, puis vous pourrez discuter avec eux dans les prochaines minutes. Je serais tenté de vous souhaiter bonne année fiscale, dire des changements, il va en avoir d'autres, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont peur, il y a des fiscalistes dans la salle. Ce n'est pas comme des économistes, les fiscalistes ils ont toujours peur de manquer de job. Donc, il va en avoir d'autres changements dans la fiscalité, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a eu des promesses fiscales du côté fédéral. Donc, est-ce qu'ils vont être mises en œuvre dans le prochain budget? Du côté québécois, il y a des surplus. Ils ne sont pas tous de nature structurelle. Il y en a une partie conjoncturelle, mais il pourrait y avoir quand même des gestes qui soient faits de ce côté-là. Alors, sans plus tarder, il reste un élément, le mot de clôture de Maurice Mongrain, président de la PFF. Puis après, on s'en va au cocktail. Bonjour à tous. Je remercie en premier lieu Luc Godbout et la chaire de recherche de nous avoir invités à commanditer l'événement pour en faire la promotion auprès de nos membres. Incidemment, l'APFF compte approximativement 2350 membres fiscalistes au Québec, des CPA, des avocats. Donc, à ce nombre-là, je dirais qu'on représente la presque totalité des fiscalistes du Québec. Ceci étant dit, j'ai appris beaucoup trop de choses ce soir par rapport à ce à quoi je me serais entendu. Je n'avais pas réalisé que ce soir, c'était une assemblée d'économistes, mais je réalise à quel point il y a un manque de communication entre les économistes et les fiscalistes. Les économistes conçoivent des mesures fiscales, les fiscalistes les appliquent. Mais j'ai appris un paquet d'affaires ce soir que j'aurais dû savoir. Ça fait quand même 43 ans que je suis en fiscalité. Puis je disais, Luc m'avait envoyé un peu à l'avance son bilan, je disais ça. Plein de trucs très, très, très intéressants, autant dans l'allocution de M. le ministre que dans l'allocution de Luc, que l'ensemble des contribuables devraient savoir. Moi, j'y vois plusieurs choses très positives à connaître aussi, puis aussi à faire des nuances. On voit que Donald Trump a baissé les impôts. Bravo, les Américains payent moins d'impôts. Mais au niveau, par ailleurs, des mesures sociales, ici, moi, je parlais à mon beau-frère pendant la période des fêtes, ça lui coûte des dizaines de millions, dizaines de milliers de dollars de primes de Medicare. Il envoie ses enfants à l'université, c'est 30-40 000 par année. Je pense qu'il y a matière à relativiser tout ça. Donc, ce que j'en retiens, c'est que ça prendrait une meilleure communication entre les économistes et les fiscalistes. Ceci étant dit, aussi, j'entendais que vous aviez des comités consultatifs pour l'élaboration du processus budgétaire. Moi, ça fait 11 ans que je suis PDG de la PFF. On représente 2400 fiscalistes. On n'a jamais été consultés. Assez bizarre. C'est un message que je passe en mon nom personnel, pas au nom de la PFF, mais c'est quand même assez étrange aussi. Et finalement, pour une petite blague, peut-être, pour terminer, je vais avoir 68 ans. Je fais partie des aînés, donc, qui continuent de travailler après 65 ans, puis qui, théoriquement, devraient être encouragés par des mesures fiscales à continuer de travailler. Mais j'ai réalisé aujourd'hui que là, mon actuaire, qui est ma conseillère financière, m'a dit, écoute, là, il faut que tu réclames ta régie des rentes parce que tu as contribué le maximum d'années admissibles, plus de 42 ans. Ça fait 43 ans que je suis avocat. Fait que là, je commence à réclamer ma régie des rentes. Puis là, je reçois mon talon de paie, puis je continue à payer de la régie des rentes. J'ai dit, ça se peut pas, il y a une erreur, j'ai atteint le maximum. Je collecte la régie des rentes, puis je continue de contribuer. Ben, je suis allé sur le site de la régie des rentes, et ben oui, c'est comme ça. Fait qu'il y a, je pense qu'il y a matière encore à consultation dans tout ça. Puis on vous offre notre entière collaboration. Merci beaucoup.
ceux qui ont pris un verre de vin, vous pouvez aller en prendre un autre. Ceux qui n'en ont pas pris, vous pouvez y aller. Le vin est derrière. Alors, c'est une gracieuseté de la PFF. Alors, bon vin et bonne discussion.